Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui on va faire l'analyse habituelle, vidéo de reprise pour moi puisque je rentre de vacances. Bitcoin qui a passé les 62 000 $. Quels sont les niveaux à surveiller, à partir de où on peut s'installer et surtout pour moi ce qui m'intéresse actuellement c'est quelle est la rotation qui est potentiellement en train de se faire, on va dire, vers les altcoins. C'est-à-dire est-ce que cette rotation est saine, est-ce qu'elle est terminée. Voilà, pour moi ça va être vraiment intéressant aujourd'hui de regarder tout ça. Allez on y va pour l'intro. Alors, on est là en weekly sur le Bitcoin. Globalement, on peut déjà enlever cette zone de rechargement là, puisqu'elle a été très largement dépassée. Là, actuellement, le prix est à peu près par ici, autour des 62 000. Donc ça, on peut l'enlever. On va nettoyer un petit peu la charte ensemble. On peut enlever ça également, ça aussi. Zone de rejet weekly potentiel à 58 000. Pour le moment, il semblerait qu'on va clôturer au-dessus. Moi, j'aime bien avoir une ouverture clôture. On a clôturé beaucoup de zones weekly ici dernièrement. On en avait sur à peu près, en fait, toute cette zone-là. Et on a réussi à passer au travers, ce qui est globalement très très bon. Maintenant, la prochaine zone de rejet potentiel en weekly, vous le comprenez, elle se trouve globalement proche de l'ATH. On a également couvert dernièrement une grosse imbalance qui était tout simplement dans cette zone-là. Je vous la montre tout de suite. C'était la dernière en fait finalement à couvrir et celle-ci elle est couverte également et pour moi elle est fermée. Donc on peut déjà nettoyer pas mal de choses. Bitcoin a joliment poussé dernièrement, une très très belle bougie mensuelle. On a fait, c'est la plus belle bougie mensuelle tout simplement de l'histoire de Bitcoin en termes de dollars et donc ça c'est extrêmement encourageant. Derrière, on a atteint pas mal de targets également, notamment je pense qu'on peut parler de cette petite épaule, tête-épaule inversée qui était là et de laquelle on a très largement touché. La cassure se trouve ici. Alors autant pour moi. Du coup, la target ici serait à l'ATH. Vous voyez qu'on la casse ici et je parle bien sûr de cette épaule, tête-épaule là, d'accord, qui est un petit peu penchée, mais somme toute elle est relativement régulière, on va dire. Donc on n'y est pas encore. Pour le coup, la target de celle-ci, ça serait 68 000. On avait également l'élargissement symétrique dont on a pas mal parlé dernièrement en termes de chartisme on va dire et qui nous donnait finalement cette sorte de figure là et qui lui a cassé. On s'attendait nous à une rotation partielle un petit peu plus bas, on l'a pas eu, tant pis, c'est pas grave, ça aurait pu être un super trade, néanmoins on est dans le train, notamment grâce à des longues sur des alts, à savoir moi j'ai pris quoi, j'ai pris Step Up, j'ai pris un assez gros long sur Avax. Et j'ai également un long qui dure depuis assez longtemps maintenant sur Axie Infinity et bien sûr un gros long ETH avec une target de 4 000 $. Donc on est dans ce train-là, peut-être pas autant que ce qu'on l'aurait voulu, mais en intraday on va trouver probablement d'autres portes d'entrée. Donc pour moi, là on se retrouve dans des zones où finalement si jamais, en termes de correction, donc dans le scénario vraiment bearish, celui qui aurait été vraiment baissier, on aurait théoriquement fait une B et ensuite on aurait pu faire une C comme ceci, ce scénario-là, il est littéralement, invalidé. Une ABC en zigzag, ce scénario-là ne tient plus, bien évidemment. Donc a priori, on peut estimer que à minima, si vraiment il y avait un rejet sur cette zone-là, et je dirais plutôt à maxima en fait, donc un rejet dans les zones weekly dont je vous parle ici. Comprenez qu'on a déjà rejeté une fois ici, une deuxième fois ici, donc on peut estimer que sur cette zone là il peut y avoir des réactions de rejet également. Le scénario le pire ça serait une flat, c'est-à-dire finalement faire une grosse correction comme ceci, un retour sur fond de signe noir, sur fond de potentielle récession, crash boursier, etc. Ça c'est la target la plus basse, on va dire, désormais sur BTC, c'est-à-dire que on évacue littéralement, on va dire, la zone... On évacue totalement vraiment du scope, pour moi, toute la zone... en dessous de 12 000. Un 12 000 reste possible si jamais on a une flat, et ça c'est le scénario de signe noir, type Covid, ce qu'on avait eu un peu avant le Covid, et donc du coup, bien évidemment, ce sont des zones sur lesquelles, en tout cas moi en ce qui me concerne, j'ai tendance à quand même prendre quelques profits, histoire d'avoir un peu de stable pour recharger là, mais pour moi il n'y a pas de panique tant qu'on perd pas ça, à ce stade. Voilà, refaire une correction sur la zone des 38 ne serait pas dégueulasse, vous le voyez ici, vous auriez une très belle figure en élargissement par exemple en montée, mais pour le moment sincèrement ça pousse bien, donc on va profiter de tout ça. Donc le seul spectre baissier qu'on va pouvoir avoir ici, c'est un scénario de flat qui peut se faire en running.
c'est-à-dire rebond finalement vers les 38 très légèrement au-dessus. Hein. Là, en fait, ça serait une extension. Donc ici, vous le voyez, une 3 et derrière une descente en 5. Si jamais c'est ce qu'on a, eh bien, on fera bien attention d'être prêt pour ce type de scénario. Mais personnellement, bon, là, on sait que ça peut temporiser sur la TH. Ça peut aussi passer crème, hein. Mais on privilégie quand même que ça, c'était la correction, d'accord? Avec effectivement, et ça, c'est pas génial, on va dire, mais un bottom en V-shape, donc un single bottom, pas de retest de ce bottom-là. Il a été ici validé et testé, et là, on part sur une nouvelle impulsive qui ne reviendra pas, a priori, visiter beaucoup plus bas. Donc la correction en 3, elle s'est faite là. Donc cette flat étendue là, et la correction. Mais le scénario le scénario baissier le pire du pire qu'il puisse nous arriver à ce stade, c'est de construire une flat avec scénario de type signe noir. Donc du coup, c'est une zone de prise de profit logique. Maintenant, je passe en daily. Concrètement. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a eu dans ce très joli petit élargissement? En gros, on a eu ce push. Derrière, on a eu un flag qui a très bien touché sa target. On l'avait posé ici la semaine dernière. Et là, vous voyez qu'on temporise dessus, donc c'est propre. Personnellement, j'ai considéré que ce flag commençait là. C'est-à-dire que j'ai ici marqué plus ou moins cette progression-là en 5 vagues comme ceci. Si à ce stade, on était déjà dans les zones de rejet, et vous voyez que les zones violettes, elles sont à peu près par ici, eh bien, à ce moment-là, ça voudrait dire potentiellement soit revenir faire un petit tour sur les 53, soit pourquoi pas, et si on avait par exemple une ici, on va dire dans le petit décompte, eh bien faire une correction plus importante, encore une fois, sur la zone des 46. Si on n'a pas ça, et qu'on a une continuation, et c'est ce qui semble plus ou moins d'ailleurs se dessiner à ce stade, enfin pour le moment, moi ce que je vois là-dedans, c'est un triangle, une figure de continuation. Donc on reste dans le scénario haussier et on reste sur ce très joli momentum à la hausse, on va dire, comme ceci. On va pouvoir nettoyer un petit peu la charte également sur pas mal d'autres choses, notamment ici, vous le voyez, et désolé, c'est la reprise, mais donc du coup, on peut littéralement nettoyer tous ces niveaux-là. Celui-ci a tenu, celui-ci est cassé, celui-ci également, et celui-ci aussi, et ça aussi. Donc tout ce range-là, on en est sorti par le haut, et il a pris la dimension d'un flag. On est revenu, vous le voyez ici, sur le haut de la figure. Petite temporisation, il n'y aurait rien de plus bullish que de casser cette figure bearish qui est un élargissement, 1, 2, 3, on n'a pas eu une 4 qui est venue littéralement toucher en bas, donc on peut imaginer que il n'y a pas encore eu de 4 en fait, que ça c'est la continuation d'une 3. Derrière, éventuelle correction à 52 et on re-shoot up. Maintenant, si on casse cette figure bearish par le haut, vous comprenez qu'on s'inscrit dans une dimension de parabole, quelque chose qui ne corrige pas, quelque chose qui ne vient pas, et on casse une figure qui est bearish par le haut. Donc c'est tout à fait possible, et c'est d'ailleurs le scénario qu'on va peut-être potentiellement, caler en premier, voilà, d'une continuation et d'une sortie de cette figure qui, encore une fois, est bearish par le haut, c'est-à-dire 1, 2, 3, et puis en fait on continue derrière une impulsion. On continue une impulsion, donc cette figure bearish n'est pas perdue vers le bas. Ok. Pour le moment, on reste là-dedans. Cela dit, c'est relativement propre. On avait beaucoup parlé également de, excusez-moi, je vais être un peu long sur BTC, mais de cet élargissement symétrique de sommet qui est là. 1, 2, 3, 4 et 5. Derrière, on s'attendait, même on pourrait dire que la 5 est venue toucher ici, et que la rotation partielle finalement a eu lieu sur le bas de ce flag, ici autour des 51 000. Quelle est la target de cette figure? Eh bien désormais on connaît l'endroit où elle a cassé, donc on peut potentiellement aller en calculer la target. Et en l'occurrence ici, globalement c'est l'amplitude de la figure reportée au point de cassure, je pense qu'on est quelque part par là, ouais c'est ça, et donc du coup on a un point de cassure qui est ici, ok, donc on va très légèrement, maintenant qu'on a eu effectivement cette cassure, remonter notre target pour cet élargissement symétrique de sommet autour des 72 000 $. Donc on part sur le principe que pour le moment, scénario privilégié, on va dire, c'est on continue cette hausse, on vient chercher la target, il est possible qu'avant ça, on en vienne à retester ceci, d'accord, qui était plus ou moins le haut de cet élargissement symétrique de sommet, donc une correction autour des 57,
Et là, il faudra voir si le retest fonctionne et si on va effectivement au 72. Comprenez que 72, c'est un ATH. Il n'y a pas de meilleur moment qu'un ATH en crypto, puisque c'est le moment où tout le monde est en profit, hein, en tout cas sur Bitcoin. Donc c'est un petit peu la grosse fête, parce que tout simplement, il n'y a pas de perdant. Et ça, c'est un moment très agréable pour ceux qui, notamment, tout simplement, pour ceux qui ont tenu pendant ces moments qui sont des moments assez difficiles de bear market. Donc voilà, on a nettoyé ici un petit peu la charte, on a eu notre confirmation que la rotation partielle avait lieu ici. Ce niveau 4 heures a tenu, c'était un très bon niveau à prendre pour une continuation ici. On a eu cette fameuse continuation à 64. On l'avait dit également sur la structure de IBIT ici. IBIT qui est l'ETF spot BlackRock. Qu'on avait un très joli flag, et je trouve que IBIT a une super structure, il est assez facilement lisible, et c'est relativement nouveau pour nous, puisqu'on a une cotation ici du Bitcoin pendant les heures américaines. Il nous a fait sa poussée, il nous a fait son flag, à la cassure du flag, c'était directement target 64, et c'est ce qu'on a eu, donc très propre. On tergiverse un peu sur ce niveau-là, et c'est plutôt bien. Derrière, pour le moment, ça compresse. On verra lundi ce qui se passe par rapport à IBIT. Mais pour le moment, pour moi, on est sur une figure qui ressemble à de la continuation. Donc, on joue la continuation. Ether BTC qui a un peu temporisé aussi. Ether BTC à un moment... Comment dire ? C'est un petit peu plus gênant en termes de structure puisqu'il n'a pas réussi ici à casser sa structure, à faire sa continuation pour le moment. Et pour le moment, il est plutôt en train de ranger, compresser si vous préférez. Ce qu'on peut voir sur Ether BTC, c'est plus ou moins ce type de compression-là. Pour le moment, on n'a pas réellement de structure définie. Donc attention à ça, on a eu le break de la structure ici, et effectivement ici, on vient casser la structure, mais il n'y a pas eu la confirmation, la deuxième confirmation, et pour le moment, on est de retour sur la trend initiale. Donc attention à Ether BTC, beaucoup de gens sont extrêmement bull dessus, et c'est mon cas également, puisque j'ai tenu, moi, ce trade sur Ether, et vous voyez qu'on avait mis également la zone de rejet daily ici potentielle sur Ether BTC, et qu'elle a parfaitement joué il y a de ça 2 ou 3 jours, et qu'effectivement elle est venue nous repousser pour le moment, et ce sans venir prendre ce haut là. Donc attention sur Ether BTC, ce que j'entends par là c'est ici, on a eu cassure de la trend historique, qui est une grosse distribution depuis extrêmement longtemps, distribution depuis 2022. Il y a eu la cassure et finalement, ça a été un rejet sur le niveau daily supérieur. Pour le moment, je n'ai pas de continuation de structure. J'ai un break de la structure, mais j'ai pas de continuation. Néanmoins, c'est très encourageant pour la suite. Et ce, d'autant plus si jamais Ether BTC venait à prendre finalement ce point-là, les 0,061. Pour le moment, c'est un rejet. Mais on a cette trend qui est très puissante et je doute pas qu'éventuellement, si des bonnes nouvelles, comme sous une dizaine de jours, la mise à jour d'Enkun par exemple, etc., arrive et qu'elle se passe bien, et bien que potentiellement on peut effectivement casser cette structure vers le haut. Ether 3400 dollars. Pour le moment, c'est là un peu la même chose, c'est-à-dire que on a cette grosse accumulation ici. Vous voyez qu'on avait aligné ici les 3 tops, et finalement ce 4e top vient effectivement nous donner un rejet. Donc même histoire sur Ether. Si Ether arrive à casser cet élargissement ascendant, qui est une figure bearish, s'il arrive à la casser par le haut, c'est extrêmement bull. On a devant nous une parabole. Si jamais il n'y arrive pas et qu'il rejette, on peut estimer que éventuellement Ether reviendra faire un tour sur une de ces trends d'accumulation là. La plus basse, ça serait 2006. La moins agressive, on va dire, ça serait la zone des 2008 à 2009. Et par ailleurs, si jamais on tient le momentum actuel, c'est-à-dire la daily ici qui est très agressive, celle-ci, eh bien à ce moment-là, la correction entre guillemets n'existera pas, ou en tout cas, elle se placera plutôt vers les 3200 dollars. Donc, il faut vraiment ici, je pense, venir bien suivre cette trend. Si jamais cette trend-là est perdue, eh bien à ce moment-là, on partira du principe que c'est du short sur Ether jusqu'à la prochaine trend, tout simplement, ou les prochains niveaux qui sont ici. Mais pour le moment, le momentum est tenu pour Ethereum, donc c'est extrêmement haussier, bien évidemment. Si en plus on arrive à casser le haut de cette accumulation, c'est-à-dire qu'on accélère en termes d'accu, eh bien à ce moment-là, on est sur une parabole, et là ça pourrait être fantastique, on pourrait être à 4000 $ en moins de temps qu'il faut pour le dire. On ira voir les alts dans leur rotation par taille, on va dire, après.
Mais pour le moment, on va s'intéresser au Total 3 contre Bitcoin. Donc là, on a toutes les alts, sauf Ethereum et les stablecoins. Enfin, toutes les, oui, c'est ça, oui. Et sauf Bitcoin, bien évidemment. Donc le Total 3, qui pour le moment tient bien sa continuation également. Le momentum actuel, je pense qu'on peut estimer qu'il s'est un petit peu calmé. C'est-à-dire que ici, ça partait très fort. Pardon. Ici. Ça partait très fort là, et puis finalement, vous voyez que la trend se calme un petit peu, ce qui est plutôt sain. Pareil, hein, en termes de structure, c'est extrêmement propre. On l'avait dit ici, de grandes chances que la correction soit terminée en flat ici. Et derrière, pour le moment, on a une continuation, on prend le haut, etc. Donc c'est très bull pour les alts, bien évidemment. Est-ce qu'on est en alt season pour autant ? Oui et non. Vous comprenez, ici on regarde la performance des alts contre BTC, on voit que en fait tout dépend de votre définition de alt season, mais d'une certaine manière les alts ont trouvé leur plus bas ici contre BTC et elles surperforment BTC tout simplement depuis octobre 2023. Maintenant vous allez avoir des alts qui vont sous-performer, des alts qui vont surperformer, mais en termes de total, soit vous délimitez qu'on est en alt season depuis là. Pour moi, je considère que dans une alt season, à proprement parler, donc là c'est vraiment de la sémantique, hein, on joue un petit peu avec les mots, mais dans une alt season, Bitcoin doit perdre de la dominance, et là en l'occurrence, c'est pas vraiment ce que j'ai sous les yeux, j'ai plutôt une dominance qui est en train de ranger. On n'a pas pris ici le plus haut, la structure semble, on va dire stricto sensu, baissière. Par contre, ici, j'ai eu un très gros regain de dominance de BTC. Donc, le nouvel argent qui rentre, on va dire que Bitcoin en capte quand même une très grosse partie. Par contre, donc ça, attention à ça. Voilà, c'est littéralement ce qui pourrait enlever un peu de souffle aux altcoins. Par contre, c'est aussi ce fuel-là, c'est-à-dire qu'au moment où l'argent va se déverser sur les alts, vous allez avoir un petit peu une perte de momentum du côté de Bitcoin. Donc c'est une forme de cercle un peu vicieux, où du coup, le nouvel argent, si jamais il rentre et il vient à rentrer que sur les alts, c'est un peu au détriment de Bitcoin. Et là, en ce moment, on a quelque chose de très sain. D'une manière générale, historiquement, quand on regarde comment se mettent en place les alt seasons, et quand je parle ici des alt seasons, je parle des vraies alt seasons, c'est-à-dire celles où vous allez voir vos alts prendre 50% par jour pendant X jours. Je parle pas juste d'une bonne performance des alts par rapport à Bitcoin, qui est plus ou moins ce qu'on a en ce moment. Eh bien, dans ces conditions-là, il se pourrait que déjà Bitcoin doit perdre en dominance, donc il doit perdre ce range tout simplement par le bas. Mais il se pourrait également que, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas très grave. Bon, bref. Bitcoin dominance, donc on est ici dans ces niveaux-là. Et là, stablecoin dominance, pour moi, on a touché la target. C'est-à-dire que je vois pas la stablecoin dominance descendre en dessous des 6%. On pourrait avoir des targets, hein, bien évidemment, un peu plus basses, mais à partir du moment où on perd ça, on a cette idée que, effectivement, les stablecoins perdent en dominance, donc du coup, c'est très bon pour la crypto, hein, bien évidemment. Ici, ce que vous regardez, c'est un peu le total inversé. L'indice du cash en crypto, hein, pour moi ça c'est mon Dixie à moi, c'est-à-dire là où vous pourrez analyser les marchés traditionnels en regardant la force du dollar par rapport à un panier de devises qui sont la couronne suédoise, le yen, l'euro et la livre sterling, il me semble que c'est ça le Dixie. Pour le coup, moi c'est ça mon Dixie à moi. Je trouve ici que 6% c'était déjà une target très honorable. Maintenant, pas de panique, ça veut pas dire qu'on a touché le top d'une certaine manière. En tout cas, je le vois pas comme ça, mais je vois plutôt un gâteau qui grossit et peut-être une stablecoin dominance qui désormais se met à ranger un petit peu sur cette zone-là. Il est possible d'aller plus bas, bien évidemment. Vous aurez par exemple les 4% ici tout en bas, pourquoi pas. Maintenant, pour moi, les stablecoins sont une innovation intéressante et je vois plutôt dans cette structure-là une courbe en S, c'est-à-dire que à un moment donné, le total crypto augmentera, mais malgré ça, on n'aura pas, si vous voulez, on n'aura pas de correction pour autant. Voilà, c'est ça. Là où, dans ce canal, vous avez littéralement tous les tops et bottoms des cycles précédents, 2020, donc là on devait être pile au Covid, stablecoin qui trace beaucoup. Derrière ici, octobre, point de départ, bull run, première fin du bull run autour de mars, ensuite deuxième bull run, on va dire ça comme ça, c'est celui-ci.
stablecoin dominance qui descend dans son bas de canal. Ensuite ici tout le bear market, on monte en haut du canal et plusieurs fois on reteste. Tout ça sont les hauts de bear market. Ici j'ai cette très belle correction sur la stablecoin dominance finalement en canal. Est-ce que pour autant, si jamais la stablecoin dominance vient à casser ça, ça deviendra pour autant un bear market sur BTC? Je pense qu'on va sortir de ça. À partir du moment où on sort du canal, pour moi, on rentre dans cette idée d'une courbe de l'adoption en S des stablecoins, et j'aurais plutôt tendance à dire que, admettons, que l'USDT et l'USDC deviennent des atouts majeurs de l'économie. Admettons que cette narration autour des real world assets, etc., toutes ces choses-là rentrent en compte. Derrière, pour moi, on pourra commencer à accepter tout simplement des niveaux de stablecoin dominance beaucoup plus importants. Pourquoi? Parce que le dollar numérique sera adopté et parce qu'il est beaucoup plus facile d'envoyer des dollars numériques que de faire un virement à la banque, tout simplement. L'adoption des stablecoins, l'adoption de cette idée d'un euro numérique, dollar numérique, etc. Vous pourrez pour certains l'appeler monnaie numérique de banque centrale, euro numérique, tout ce que vous voulez. Personnellement, je suis pas vraiment contre je suis pas contre les monnaies numériques de banque centrale. Je pense que c'est bon pour la crypto. Mais c'est effectivement bien sûr un danger. J'essaie d'aligner ici, de mettre le canal de descente bien propre pour voir si éventuellement on pourrait avoir une target légèrement plus basse ici, hein, autour des 5% pour venir toucher le bas de canal. Pourquoi pas. Ce que je voulais dire par là, c'est... Oui, personnellement, je suis pas vraiment contre les monnaies numériques de banque centrale, toutes ces choses-là. Pour moi, c'est une porte supplémentaire d'entrée vers la crypto, c'est-à-dire un euro numérique, finalement, sera une porte d'entrée supplémentaire d'entrée vers la crypto, à mon sens. Donc, je suis pas complètement contre. Maintenant, ça me pose effectivement des problèmes éthiques. Si, imaginons qu'on ait, une monnaie, par exemple, à durée limitée, ou ce genre de choses, ou que... Pour moi, c'est un outil de banque centrale, les stablecoins, qui peut être extrêmement intéressant. Pourquoi extrêmement intéressant? Parce que, on va dire, aujourd'hui, une banque centrale, qu'est-ce qu'elle a? Elle a les taux d'intérêt, bien sûr, et elle a le quantitative easing. Si jamais on avait un euro numérique, on pourrait en plus imprimer en direction d'une certaine catégorie de la population. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, je veux relancer tel ou tel secteur exactement, et donc je pourrais imprimer des USDT pour... De toute façon, on sortira pas du système... Enfin, c'est pas qu'on sortira pas du système des fiat, c'est pas ce que je veux dire. Mais les fiat continueront d'être, ils ont lieu d'être, et on est assis sur un monde de la dette. Dans tous les cas, voilà. Par contre, ça peut donner aux banques centrales un outil supplémentaire qui peut être tout simplement ce que j'appellerais une impression ciblée. C'est-à-dire, effectivement, donc impression ciblée, sous-entendu, je vais privilégier de créer de l'euro numérique pour une certaine catégorie de la population, les gens qui souffrent de l'inflation par exemple, quand il y en a. Donc ça c'est une cible, on va dire, et on va vraiment cibler certaines personnes, et derrière effectivement relancer la consommation par un euro d'attache de la monnaie. Un euro d'attache de la monnaie, c'est-à-dire je vous donne tout de suite 1000 $ à chacun, par contre vous devez les dépenser avant le 30 mars, donc ça repousse bien évidemment la consommation dans des périodes compliquées. Donc imprimer en direction de quelqu'un, et de toute façon Bitcoin est une arme excellente parce que une belle réserve de valeur si vous voulez, mais en l'occurrence pour moi le système des fiat existera toujours parce qu'il faudra bien dévaluer cette dette qui est colossale. On va sur la news ici. Alors les news, qu'est-ce qu'on a? Meilleure bougie monthly de tous les temps, plus 20 000 sur un mois, énorme. Bitcoin qui profite réellement d'une très bonne traction, principalement des ETF, et je pense également qu'on est en train de pricer le halving, c'est-à-dire que on front-run le halving pour finalement on le met dans les prix avant qu'il n'arrive. On a déjà eu 3 cycles où le halving a fonctionné en termes de prix, donc du coup le marché front-run tout ça. Ici Kathleen Long qui nous dit j'étais à New York la semaine dernière et globalement j'ai fait un tour un peu des OTC Desk et il ne reste que 40 BTC de disponibles, c'est-à-dire que les OTC Desk en ce moment sont obligés d'acheter au spot, et c'est là quand ils sont à sec que c'est intéressant. Maintenant par contre, sur les très bons
bons afflux en termes de journée. On a eu des très grosses sorties. Donc 600 millions, ça c'était le 1er mars, enfin c'était le 29 février en fait. Et on a eu une deuxième journée derrière à 500 millions de sorties. C'est-à-dire qu'on a 1 milliard qui est sorti des GBTC. Donc en gros, il faut voir ça comme... Il y a des très bons afflux sur les ETF en ce moment. À partir du moment où ils surpassent les sorties de Grayscale, dont les frais sont exorbitants, et à partir du moment où il n'y a pas d'outflow, il faut surtout pas qu'il y ait des sorties, parce que là sinon ça va repousser le prix vers le bas, mais assez violemment, et bien dans cette idée-là, les OTCDS sont obligés de recharger à chaque correction, c'est-à-dire que il faut qu'ils aient de disponible du Bitcoin au moment où finalement l'ETF clôture. J'ai déjà expliqué le système, comment il fonctionne, le système des ETF spot. En fait finalement vous avez... le prix qui évolue selon une moyenne, le prix du IBIT, et en fin de journée, il calcule combien de BTC il faut acheter pour avoir la quantité, effectivement, de Bitcoin disponible de tout ce qui a été acheté dans la journée. Donc si on garde des bons influx sur les ETF, si on garde des afflux qui surpassent les sorties de Grayscale, et si on garde effectivement des OTC Desk qui sont avides et qui ont besoin de recharger le soir, à ce moment-là, on garde tout le momentum, et ça peut aller extrêmement loin, c'est-à-dire que la FOMO peut commencer. Si jamais il y a une vraie FOMO qui commence, eh ben c'est là que finalement ça sera effectivement une très belle continuation de session pour Bitcoin. On passe ici, je pense qu'en termes de news, on va passer sur pas mal de choses parce que c'est le week-end, il n'y a pas grand-chose d'extrêmement intéressant. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui de regarder, je mets en pause une petite seconde, je vous prépare l'écran. Ok, donc ça c'est le genre de news que moi j'aime pas trop voir pendant qu'on a un rallye, c'est-à-dire on a des meme coins qui commencent à pumper. Donc moi dans ces cas-là, je veux que la rotation elle se fasse de manière normale. Qu'est-ce que c'est de manière normale? C'est-à-dire j'ai un Bitcoin qui pump, derrière un Ethereum qui pump, et ensuite j'ai une rotation vers les grosses caps, les moyennes caps et les shitcoins en dernier. Shitcoin, meme coin, ce que vous les appelez comme vous voulez. C'est le cas en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit les mêmes coins pousser, les market caps sont petites donc ils commencent à pousser en même temps que les autres, mais sincèrement quand je regarde le classement, je vois quand même ici des plutôt jolies rotations sur la semaine, notamment Ether qui prend quand même 15, alors certes Bitcoin a pris plus, il a pris 20, mais j'ai un BNB également qui prend 8, j'ai un Solana qui prend 26, j'ai un XRP qui prend 20%, j'ai un Cardano qui prend 25%, un Dogecoin 65%, donc la rotation vers les grosses caps est en train de se faire, on la voit, elle est visible, elle est devant nous, vous la voyez, Avax, Chainlink, etc. Et j'ai quand même ici pas mal d'assets qui suivent. Donc ça me plaît bien. Derrière, les mêmes coins vont pousser beaucoup plus, hein, bien sûr, et finalement, c'est un bon moment pour commencer à essayer de faire cette rotation, soit par le trading, ou soit par, si vous avez une gestion active de votre portefeuille, pour essayer de commencer à faire cette rotation des moyennes caps vers les plus petites caps, et ensuite vers les toutes petites caps. Donc en ce moment, j'aurais tendance à m'intéresser un peu plus à tout ce qui va être shitcoin, petite cap, voilà, les assets les plus dangereux, entre guillemets. Voilà pour la partie news. On va quand même aller voir le calendrier économique de la semaine. Et en l'occurrence, on a pas mal de choses la semaine prochaine, notamment le rapport ADP sur l'emploi ici, qui sera extrêmement intéressant. Un discours de Jérôme Powell devant le Congrès, qui va être aussi intéressant à suivre. Les jobless claims, donc ça c'est les inscriptions au chômage, c'est hebdomadaire, c'est tous les jeudis. On va dire que ça sera intéressant à suivre également. Mais surtout, le rapport NFP. Rapport NFP du 8 mars, qui finalement nous donnera le taux de chômage aux US. On veut que ce taux de chômage soit au consensus, c'est-à-dire que le 8, vendredi prochain, on veut que ce taux de chômage reste finalement dans les clous de ce qui est prévu par le marché. Je vais regarder rapidement quel est le consensus. On a dit 8 mars. On a un consensus qui serait finalement de rester à 3,7, c'est-à-dire pas d'augmentation du chômage sur le continent américain, donc un taux de l'emploi qui reste à peu près propre. Ce rapport à NFP là sera très important. La semaine suivante, on aura le CPI. Excusez-moi.
La semaine suivante, on aura le CPI. Et ça sera bien sûr éventuellement, enfin, ça sera, c'est sûr même, le 12 mars, une donnée très importante. Est-ce que l'inflation diminue? Est-ce que là aussi, on est au consensus ou pas? En début de mois, d'habitude, je fais une grosse vidéo sur l'inflation. On la fera demain, là, pour le coup, parce que j'étais en vacances. Mais demain, on fera une grosse vidéo sur quel pourrait être le CPI, le prochain CPI. Pour moi, il devrait être pas trop mauvais. Mais on ira faire, bien entendu, extrêmement dans le détail, parce que ça va se mettre dans les prix bientôt. C'est-à-dire que là, on est fin de mois, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se mettre dans les prix par rapport à ce CPI, et quels pourraient être éventuellement les consensus sur ce CPI. Donc ça sera le sujet de la vidéo de demain. Liquidité et liquidation. 227 millions de liquidés sur les dernières 24 heures, c'est plutôt important pour un week-end. D'habitude, on temporise un petit peu en week-end. Bon, là, il y a la session d'hier dedans, hein, en gros, puisque vendredi, on a toute la session américaine dedans. Donc, bon, on n'est pas encore tout à fait en week-end. On regardera demain. Cela dit, qu'est-ce que je vois? Je vois à peu près 57, 60, 65 millions. C'est très peu. On a beaucoup liquidé, en fait, du short sur les alts, finalement. Mais dans les liquidations ici que je vois, la part d'Ethereum et Bitcoin est extrêmement faible, donc ça sous-entend une rotation aussi, d'accord? Quand vous voyez qu'on commence à faire une rotation, ça veut dire que c'est potentiellement, on se rapproche peut-être d'un top local, mais également, c'est un moment où les alts vont pousser, donc ça c'est extrêmement intéressant aussi. Carnet d'ordre au spot, j'ai pas d'ordre énorme ici quand je regarde. Bon, il y a du Bitcoin à la vente, hein, bien évidemment, sur la zone des 64 qui vient d'apparaître ici, des gens qui sont intéressés pour vendre, mais c'est pas énorme, hein, 200, 300 BTC, bon voilà, il y a des ordres de vente, hein, ça pourrait temporiser sur la zone actuelle, et je vois ces très beaux ordres d'achat ici qui viennent de se rajouter au niveau de la zone des 52. Donc est-ce que le prix irait pas faire un tour autour des 52 pour filer ces ordres? C'est ce qu'on verra. En tout cas, les ordres de vente et les ordres d'achat sont apparus en même temps. Globalement, ce que je peux voir sur le sentiment global, on va regarder le cote aussi sur le CME. Désolé, ça sera une vidéo peut-être un petit peu longue, mais c'est pas grave. Le cote ici, Bitcoin, tac, historique, donné du 27. Oui, c'est ça, je pense. Oui, on va regarder. On va faire un refresh. Oui, oui, c'est ça, mardi dernier, oui, tout à fait. Globalement, vous voyez que les asset managers sont principalement longs. Donc en ce moment, vous avez du long qui pousse très fort du côté des institutions, l'argent leveragé qui est en short et qui se fait rect un petit peu, et des brokers, donc des market makers qui sont obligés de prendre la contrepartie. C'est-à-dire qu'ici, j'ai que du long au niveau des institutions, on prend la contrepartie au niveau des asset managers, donc il y a un moment donné où l'achat va certes s'épuiser, mais en tout cas, pour le moment, pour moi, ça reste très haussier également. Ici, on avait noté 2 niveaux à prendre. 55 n'a pas été pris, on n'est pas passé dessous. Par contre, on est venu chercher celui-ci et on est venu chercher ce vieux niveau là. On est quand même toujours sur des niveaux importants d'open interest. Par contre, là où ça m'intéresse beaucoup, moi, c'est qu'on a tendance en ce moment à faire ce genre de mèche qui finalement déleverage en haut et en bas. Et ça, c'est très sain pour le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pousse ici 64, je fais une très belle correction ici jusqu'à 58, d'accord, et là-dedans, je viens chercher quand même un paquet de monde. Ici, on avait un open interest qui était un petit peu trop fort. Ça m'intéresse aussi de voir que à un prix plus haut, derrière, donc là, on est monté en prix, j'ai un open interest qui est plus faible. D'accord? Donc là, j'ai une belle divergence, on va dire, qui est de dire, oui, l'open interest suit le prix, etc., mais j'ai très bien corrigé en termes d'open interest sur finalement ce mouvement d'essuie-glace, là, cette espèce de raquette de liquidité qui va dans les deux sens, elle est extrêmement saine pour le marché. Ici, on avait trop de monde en levier, on a liquidé une partie des longues et une partie des shorts pour finalement couper du contrat, et ça, c'est extrêmement sain. Ensuite, quand je regarde la structure, ici j'ai une latéralisation du prix, mais j'ai un funding qui descend. Ça veut dire que j'ai du shorter. Alors certes, on ferme du contrat, ça veut dire que d'une certaine manière, j'ai des longues qui prennent profit. Là, sur toute cette zone, les longues ont pris profit, mais ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le train se décharge, mais également et surtout, j'ai quand même plus de shorters qui sont rentrés ici sur ce mouvement que de longueurs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le top est shorté. Personnellement, je le mettrai par là et très légèrement au-dessus, on va dire, mais le top est shorté, et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ensuite, en revanche, sur ce week-end, donc on va ici travailler plutôt le court terme. Vous voyez ici que ce point-là a été assez fortement longué
sur le week-end, puisque j'ai une structure qui latéralise, mais j'ai un folding qui augmente. Donc là, du coup, j'ai eu pas mal de longues qui sont venues là-dedans, et 61 280 est certainement un niveau qui sera probablement visité. Donc, dans ce triangle-là, peut-être que la suite logique, ça serait de faire un flag. D'accord, quelque chose plutôt comme ça, parce que on a un peu de longue dedans. Maintenant, il est possible eh bien qu'on tienne là et qu'on sorte vers le haut et qu'on valide ce triangle parce que c'est pas non plus énorme. Vous voyez qu'ici l'augmentation des contrats, elle est pas non plus incroyable et l'augmentation du funding non plus. On est les 0,5 si on est quand même un petit peu haut en funding. J'aime beaucoup le fait qu'on soit descendu au 1% qui est à peu près pour moi le taux neutre au 0,01. Je dis 1%, c'est 0,01. Voilà pour la partie levier, on va sauvegarder ça. On va aller voir maintenant les bulles de liquidité. Beaucoup de grosses positions qui se sont bougées ici, vous le voyez vers la fin. On est venu prendre cette poche de liquidité. Ce faisant, on avait quand même été shorté sur le top, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le funding. Par contre, j'ai énormément de liquidité en bas. Mais on a vu qu'une bonne partie avait pris profit, puisque le funding a quand même bien reseté sur ce mouvement-là, et les longues ont pris profit. Ethereum, c'est un peu pareil, il a bien poussé notre ami ces derniers 5 jours en tout cas. Belle poche de liquidité ici à potentiellement 3233 à venir chercher. Globalement, les grosses positions sont systématiquement sorties. Je dirais qu'à 3200, il y a peut-être une petite correction à venir faire et il y a peut-être un petit peu moins de short sur le top que ce qu'on avait sur Bitcoin à vérifier. La One Week en heatmap, c'est-à-dire la map de liquidité sur une semaine. Une belle poche de liquidité sous la structure, c'est ce qu'on disait quand on disait pourquoi pas faire ce flag finalement, c'est-à-dire perdre ce triangle par le bas et ensuite se reprendre et venir chercher la liquidité en haut. Donc on va tracer le triangle ici, on va décider en fonction de ce que nous dit ce triangle, et bien de quelle sera pour nous la suite logique à venir prendre. Pas énormément d'open interest, en tout cas vous le voyez sur la 7 jours, il n'y a pas de barre jaune, etc. Il y a beaucoup de monde sur le marché, mais c'est du monde qui est en position depuis assez longtemps, c'est plutôt des positions swing ici qui sont cette dernière semaine il n'y a pas eu énormément de positions d'ouvertes, c'est ça que je veux dire. On le voit sur l'open interest, ici c'est relativement simple, c'est stable. Là où on a beaucoup poussé en open interest, c'est bien avant, c'est-à-dire quelque part par ici, d'accord, donc autour du 7 février, pardon. Donc, si on voulait complètement flush le marché, complètement annihiler, on va dire, ce mouvement et venir chercher tout l'open interest, il est évident que ça serait peut-être potentiellement plutôt par un mouvement vers le bas, donc attention à ça. Encore une fois, on n'est pas exempt d'une correction d'une trentaine de pourcents et c'est plutôt logique en situation actuelle de venir faire des corrections plus importantes. 50K, ici vous voyez que sur la 1 mois c'est 50K où l'endroit où il y a énormément de liquidité, mais vous voyez que à chaque top les shorters se montrent et du coup on vient les chercher en fait. C'est assez flagrant également sur Ether, où on voit à chaque fois ces petites poches de liquidité ici qui se créent et qui sont finalement annihilées. Et on voit aussi cette belle raquette de liquidation ici dans les deux sens. Là, je pousse, je viens liquider les shorts. En revanche, je fais cette raquette dans l'autre sens, parce qu'à un moment donné, j'avais enclenché un petit peu trop de longue et cette poche-là, pour le coup, est bien défendue. Jolie poche de liquidité à 3540 dorénavant sur Ethereum. On va pas regarder le total des alts, on va aller sur le prix, on va faire la conclusion de cette vidéo sur des plus petites time frames comme d'habitude. On va se mettre ici sur le 15. Alors sur le 15, ça paraît relativement évident qu'on est sur une compression. Compression qu'on va mettre dans sa forme la plus simple, on va dire, c'est-à-dire comme ceci. Et comme cela, un triangle. Donc ici, pour moi, c'est la compression qui donnera la direction. On est en train de compresser, c'est-à-dire que la structure est indécise. Elle ne fait pas de plus haut, et elle ne fait pas de plus bas. Elle est tout simplement en train de trianguler. Pour le moment, jolie réaction là-dessus. Si je casse cette triangulation par le haut, on estimera qu'en termes chartistes, on va dire c'est une continuation qui nous attend. C'est-à-dire que on peut enlever les targets du flag, etc. C'est-à-dire que dans cette logique d'élargissement symétrique, pas de retest, mais on continue, d'accord? Donc si on vient à casser cette compression par le haut, on va dire que c'est ce qu'on va privilégier comme scénario.
Hop. En revanche, on a vu également que ce week-end, là-dedans, là, dans toute cette structure-là, on a quand même pas mal de longueur. Donc on a peut-être besoin de temporiser un petit peu, corriger un petit peu. C'est-à-dire perdre ce triangle par le bas, et puis nous donner éventuellement un autre flag ou autre chose. Ça pencherait plutôt dans le sens d'un retest de l'élargissement. Les élargissements ne retestent plutôt rarement. On n'est pas sur ici de la statistique, on va dire, extrêmement fiable en termes de retest. On peut nettoyer un petit peu tout ça également. On va nettoyer ça aussi et ça. Derrière, hop, ça c'est bon, on peut le nettoyer aussi. Pour moi, c'était la target du flag précédent et on peut aussi nettoyer ça. Derrière, pour moi, donc la question ici, c'est est-ce qu'on vient à retester l'élargissement pour une continuation, ou alors est-ce qu'on pète ici, est-ce que du coup ça nous donne, on appelle pas ça un flag, si jamais on sortait de la compression tout de suite par le haut, ça serait un fanion haussier, duquel la target est à peu près similaire à un flag. Je pense qu'on peut estimer que la structure elle est comme ça, donc on sort du flag précédent, le flag précédent il était là, hein, ça c'était le bull flag, on sort du flag précédent et là pour le coup vous ne vous mettez pas en bas de la structure mais vous vous mettez à la cassure pour essayer d'aller chercher le point haut. Donc là ça nous donnerait une target de continuation autour des 80 000 $. Pourquoi pas, si jamais encore une fois les afflux ETF sont très très bons, etc., on peut sans corriger avoir effectivement ce type de continuation. Maintenant pour moi le scénario privilégié ça serait quand même eh bien, de corriger un petit peu, de souffler un petit peu. J'ai ce niveau 15 minutes qui m'intéresse, en même temps que ça soit le retest de l'élargissement symétrique de sommet précédent. Donc voilà, ça serait un peu cette zone où je commencerai à regarder. Pour le moment, on ne perd pas la structure, on n'a pas de structure de retournement. La difficulté ici, c'est que soit j'attends un break de structure, c'est-à-dire que vous comprenez que la structure, elle sera perdue à peu près ici, hein, sur cette ligne bleue-là, pour me dire, ok, je repasse désormais dans une structure baissière et donc là j'essaierai de rentrer sur le plus haut suivant hein, pour réattaquer la structure à nouveau. Soit j'attends ça et auquel cas ça risque de prendre un petit peu de temps, etc. Soit je prends une décision maintenant. Si je prends une décision maintenant, je n'ai pas les confirmations que je pourrais attendre de la structure, on va dire. Donc du coup, ça sera une position bien plus petite que celle sur laquelle on a des confirmations. Ici, on va mettre ce petit niveau en 15 minutes qui me semble intéressant également. Et vous le voyez, pour moi, la suite dépend de cette compression-là. Soit une correction plus importante, peut-être même potentiellement pour aller dans cette zone-là, hein, ici, 56, pourquoi pas. Donc une correction plus importante pendant un certain temps, soit effectivement dans ce triangle-là, une cassure par le haut, auquel cas on shoot directement, direction 80 000 $, ATH, etc. Je regarde la charte en weekly, et je reviens ici sur le début de la vidéo, hein, finalement, la boucle est bouclée. Ça me paraîtrait... Bon, on a un très bon momentum sur les ETF, etc., donc ça reste possible. Mais par contre, ça me paraîtrait relativement étonnant que là où par 2 fois, on a rejeté quand même violemment, il n'y ait pas à minima une réaction. Ça me paraîtrait pas bizarre, mais voilà. Pour moi, la zone d'une flat, je vous ai parlé d'une potentielle flat, qu'elle soit running, qu'elle soit régulière ou qu'elle soit étendue, c'est pas la question en fait en soi, mais plutôt une éventuelle flat encore une fois, eh bien moi je l'invalide à 110, donc malheureusement encore une fois c'est un endroit où personnellement, étant donné que je suis exposé comme je le voudrais, je ne peux pas invalider cette flat avant 80. J'utilise également pour beaucoup la temporalité, d'accord. La temporalité est extrêmement importante pour moi. C'est-à-dire que si on vient à s'installer au-delà des niveaux actuels, pendant longtemps, à ce moment-là, je vais estimer, ok, on est sur une cassure, on est peut-être sur quelque chose d'intéressant. Cela dit, si jamais en revanche, on vient à juste faire une mèche monthly et ensuite une correction très importante, je vais me dire, oula, attention, on est peut-être juste en train de prendre de la liquidité là-dedans, et donc du coup, je vais ici aller plutôt chercher des choses en monthly. Désolé, la charte est un peu chargée, mais on va enlever les dessins. Allez chercher quelque chose en monthly, d'accord. Pour le moment, vous comprenez que la clôture monthly s'est faite exactement sur celle de l'ATH, ok. Donc les rejets monthly sont bien évidemment possibles sur ces zones, mais là on a une ouverture de mois qui se fait au-dessus de cette clôture monthly, d'accord. Enfin au-dessus, dessus. Si on a un très beau mois
et que on s'inscrit dans un mouvement vers les 80 000 $, hein, par exemple, à ce moment-là, c'est extrêmement propre tant qu'on fait la clôture également au-dessus de ce niveau. C'est-à-dire que ce que je veux pas, moi, c'est une semaine de hausse à 80 000 et ensuite je rejette et je retourne à 60. Ça serait très inquiétant de voir ça. Enfin, en tout cas, je trouve. À 80 000, on invalide, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépasse 80 000, pour moi, on n'est plus du tout dans le territoire d'une flat, enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, au 110%, on rentre dans le territoire d'une flat au 90 et on en sort au 110%. Pour moi, on évacue l'idée d'une correction, c'est-à-dire le bear market est fini, on a trouvé le bottom en V-shape à 15 500 $, à partir du moment où on repasse 80 000. Donc, attention à ces clôtures monthly, vous voyez qu'on est vraiment, je vous ai montré tout à l'heure en weekly, mais en monthly, on est vraiment sur ces zones où ça peut rejeter. Et malheureusement, le signal qu'on va attendre pour se dire ok, c'est bien, on continue dans ce sens-là, il va être extrêmement lag. Il va être très très en retard par rapport à ce que on voudrait voir. Donc pour le moment, moi, ma manière de faire, c'est prendre quelques profits quand même. Donc diminuer un petit peu mon exposition, tout simplement parce que sur les grosses time frames, on a rejeté par 2 fois dans ces zones-là. Imaginez par exemple que vous voyez ce type de chart en 5 minutes. Personnellement, j'aurais tendance à dire bon, c'est plutôt bull, mais par contre, on est sur une résistance. Donc attention, si j'avais lancé un trade par exemple ici sur le bas ou à la cassure de cette trend, par exemple cette trend là, si jamais j'avais lancé un trade à peu près sur ces zones là, ça serait quelque part, si on était sur une TF 5 minutes ou 1 heure où c'est pas la question, mais ça serait un endroit où à la cassure du top, je prendrais un TP partiel. Un TP de sécurité, et ça serait aussi typiquement l'endroit où déjà j'aurais mon stop loss au point d'entrée. Donc on est sur ce type de zone là où c'est pas délirant d'enclencher une prise de profit assez substantielle, je dirais. Voilà, moi personnellement je tente ici sur toute cette zone d'équilibrer mes PF, des coins qui m'intéressent plus, je tente de m'en débarrasser, et je tente également, je me situe dans une zone où finalement tout ce que je fais en profit, je reste sur cette idée d'essayer d'être à peu près autour d'une trentaine de pourcents en stablecoin. Et depuis à peu près la zone des 0,618, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que tout ce que je prends en profit, on va dire journalier, sur notamment les choses que j'ai achetées plus bas, à ce moment-là, je vais avoir tendance à en délester un petit peu pour à minima être autour de 30% en stablecoin. Encore une fois, vous devez avoir votre manière de faire. J'ai pas ici vocation à vous dire exactement ce que vous devez faire. Vous pouvez attendre bien évidemment les 100 000 $, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez, moi ce que j'aurais tendance à faire ici, et c'est ce que je fais d'ailleurs, c'est petit à petit, étant donné qu'on arrive sur une résistance monthly, de me délester d'une partie des choses qui vont très bien performer et ou des choses que j'ai plus tellement envie de voir dans mon PF, notamment personnellement. J'ai beaucoup en fait investi sur des on va dire on va dire moi ce que j'aime bien parfois, c'est pour suivre un coin, pour l'avoir dans mon scope, etc. Je mets une petite somme, quoi, on va dire. Je mets une petite somme, donc je trempe l'orteil, hein, on va dire. Et puis derrière, finalement, j'attends de voir un petit peu, de voir comment il performe, etc. Donc ça me permet d'avoir un œil dessus, si vous voulez. Il y en a d'autres, du coup, ils performent très bien, donc je vais enclencher un peu plus. Et puis ceux qui performent parfois un peu moins, je vais avoir tendance à ici plus ou moins les nettoyer, histoire de nettoyer un petit peu la quantité de coins que j'ai dans les mains. Là, actuellement, je dois être à une soixantaine de coins différents. J'aimerais bien descendre à 40, c'est-à-dire lourder des petites capes, lourder également et prendre des profits sur des choses qui ont très bien fonctionné. J'ai pris quelques profits à nouveau sur Solana, sur lesquels moi personnellement j'avais acheté le bottom parfait, donc du coup c'est logique ici, à partir du moment où je suis x10 et plus, de tout simplement petit à petit sortir un petit peu évidemment. Mais voilà ma manière de faire. Maintenant, moi, je vis de la crypto, donc c'est une logique qui doit être potentiellement différente de quelqu'un qui va plutôt essayer de faire un coup. C'est entre guillemets, quand je dis un coup, c'est
qui va essayer de faire une sorte de une culbute, quoi, voilà, quelque chose comme ça, où là, à ce moment-là, si vous avez des targets beaucoup plus hautes, et si c'est tout ou rien, eh ben, ça fait partie de votre psychologie, et c'est ok, il n'y a aucun problème avec ça, d'accord? Je vais pas vous expliquer, je vais pas aller vous dire, encore une fois, ce que vous devez faire avec votre argent, parce que je serai pas quelqu'un qui va venir vous dire de quelle couleur doit être le carrelage dans votre cuisine, donc c'est à peu près la même chose. Ou avec quelle main vous devez tenir votre fourchette, ou voilà, ce genre de choses là. Voilà, vidéo assez longue, mais on a fait la reprise, on avait un petit peu 3 jours de retard là, potentiellement un petit peu décousu, parce que c'était pour moi des vacances très sympas, et donc du coup on était un petit peu... Enfin voilà, bon du coup voilà, peut-être un petit peu décousu à la reprise, autant pour moi. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir également, si ça peut vous intéresser, tous les liens d'affiliation, toutes ces choses-là, etc. Je pense pas nécessairement extrêmement souvent à le dire, mais vous avez en description de la vidéo tous les liens d'affiliation sur les plateformes, etc. Et moi, en ce qui me concerne, comment je fonctionne, c'est que tous les bénéfices sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc du coup, voilà, cette chaîne est à propension purement humanitaire. Voilà, conclusion de la vidéo. Très haute time frame. Zone de rejet potentiel à nouveau, hein, malheureusement, on avait cette zone-là, en fait, finalement. Et là, on est toujours en monthly. On avait cette zone-là, qui nous a donné une réaction. Moins 21, je pense qu'on a fait quelque chose comme ça. Derrière, on fait notre breakout, et on vient sur la zone supérieure, qui est, en gros, vraiment... typiquement par là, quoi. Hein. Vous voyez les clôtures mensuelles ici, vous les voyez, ouverture, clôture, etc. Globalement, en fait, la zone mensuelle, elle est entre 56 et 62. Avec des excès, hein, potentiellement des mèches. Mais c'est des zones où j'aurais tendance à faire gaffe, et j'aurais tendance potentiellement à pas hésiter quand je vois que toutes les conditions sont plus ou moins alignées, une structure, assez peu de liquidité en short, des shorts qui sont fatigués, etc., toutes ces choses-là, à tenter du contre-tendance et à essayer de faire un coup sur ce système-là. En trading, vous avez une vie de trading, on va dire, relativement normale, des trades qui se passent bien, d'autres qui se passent un peu moins bien, etc., et puis vous faites votre beurre sur la différence. Et 5-6 fois dans l'année, vous allez faire un home run, c'est-à-dire un trade incroyable qui, lui, du coup, va booster littéralement complètement votre perf, potentiellement multiplié par 2 ou 3 votre capital de trading, etc. Ce que j'appelle un home run, c'est ça. Il ne faut pas hésiter ici à jouer les home runs. On peut les jouer vers le bas. Personnellement, j'ai mon home run en ce moment. Hein. Moi, personnellement, c'est le trade sur les alts, quoi, et mon trade sur Ethereum. Sur Ethereum, c'est un reliquat, hein, c'est vraiment un trade sur lequel j'ai déjà pris pas mal de profit, donc on est vraiment sur un reliquat de position. Mais si jamais on part très vite, très haut, très fort, j'ai mon home run pour ces mois-ci. J'aimerais bien avoir le home run dans l'autre sens. Si jamais on a vraiment ici une correction plus importante, j'aimerais bien être exposé avec un très beau point d'entrée juste avant une très grosse correction et sur un trade sur lequel finalement que je tiens pour un peu plus hedger, voilà, le portefeuille. Donc ça m'intéresse pas mal. Cette zone de rejet m'intéresse pas mal pour du short. Maintenant, si on passe la TH comme papa dans maman, ça me va aussi, hein, puisque mon portefeuille s'apprécie, donc je suis très content. Voilà un peu ma vision des choses. Zone de rejet monthly importante. Conclusion de la vidéo également, c'est de dire appréciez quand même. N'oubliez pas de prendre un peu quelques profits histoire d'avoir du cash si jamais on a une correction substantielle. J'ai fait dans la vidéo affiliée, j'ai donné toutes les targets si jamais on était dans une running. J'ai donné toutes les targets si jamais on était dans une flat. Bon là c'est pas très compliqué, hein, c'est revenir faire un W comme ceci, hein, voilà. Et j'ai donné également les targets si on était dans une impulsive. J'ai vraiment fait une grosse vidéo Elliott assez longue sur plus ou moins toutes les targets en fonction des scénarios. Pour moi on a validé la flat à 80, donc quelque part par ici, quoi. On va le noter même d'ailleurs. Pour moi on l'invalide, la flat à dès qu'on passe 80, pour moi je me dis ok, on est dans une impulsion. Il faut bien comprendre ici que on a quand même une très jolie poussée ici, qui pourrait éventuellement nous dire qu'on est sur quelque chose qui a un caractère impulsif, c'est-à-dire une 2 en flat ici. D'accord, et là on est dans la 3, et la 3 généralement c'est la plus péchue, c'est la plus impressionnante des vagues.
La question c'est quand est-ce qu'on commencera la 4. Est-ce qu'elle va être puissante? Théoriquement oui, parce que la 2 avait été assez faible. Et quand est-ce qu'elle s'arrête, etc. Est-ce que cette zone de rejet ATH est la fameuse zone de rejet de la fin d'une 3, ou alors est-ce qu'on va pousser plus fort, et que en fait finalement du coup le scénario de correction il serait plutôt de dire on fait le breakout, hein. J'ai peut-être poussé un petit peu sur les 150 000, mais voilà, on fait notre breakout et on revient retester, et la 4 elle vous donne ça. Pour le moment on ne sait pas. Les sous-décomptes ça sert à rien de les faire pour moi, vous n'allez pas prévoir les prix avec Elliott. Par contre avec Elliott vous allez avoir une belle visibilité sur comment on monte, à quel moment vous invalidez certains scénarios, et être prêt finalement à tous les scénarios. Moi, Elliott, j'adore avoir un scénario baissier, un scénario haussier, voire deux de chaque. Mais en Elliott, ça me permet d'être prêt et d'invalider. Quand je vois un scénario éventuellement se mettre en place, ça me permet tout simplement de l'avoir envisagé avant. Et avoir un coup d'avance, c'est quand même extrêmement appréciable. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour, elle sera sur tiens, les sports d'hiver. Est-ce que vous êtes parti au sport d'hiver cette année en ce qui vous concerne, ou alors est-ce que peut-être certains habitent au sport d'hiver même, j'imagine. Donc voilà, ça sera la question du jour. Est-ce que vous aimez les sports d'hiver, etc. Personnellement, je suis un gros fan de snowboard. Et donc du coup, c'est mon truc. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Celle-ci était un petit peu plus longue, mais ça nous a permis de reprendre un petit peu la routine quotidienne, on va dire. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À demain.